Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Aujourd'hui, parmi les maladies tropicales négligées en RDC, autour desquelles beaucoup de diagnostics se trompent et constituent un problème de santé sexuelle et reproductive pour la femme, on retrouve la bilharziose génitale féminine. En République démocratique du Congo, on enregistre plus de 5 millions de cas de bilharziose de manière générale. Dans des cas de bilharziose génitale féminine, la maladie, la bilharziose, autrefois éradiquée, elle refait surface aujourd'hui sous une autre forme, plus précisément la forme génitale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment faire? Comment reconnaître les signes? Quelles sont les options thérapeutiques? On en parle dans le Top Santé d'aujourd'hui avec notre invité, Dr Delphin Kachelewa. Il est directeur du programme au sein de UFAR, Front uni contre les maladies tropicales négligées. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM. Docteur Delphin, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Peggy. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui sur ce sujet. Comment allez-vous? Très bien, au rythme de tout Congolais qui espère que tout aille mieux pour le bien-être de tout le monde. Voilà, j'ai dit que dans ma présentation, vous êtes le directeur du programme UFAR, Front uni contre les maladies tropicales négligées. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre programme? En fait, UFAR, United Front Against Liver Blindness, UFAR, c'est un partenaire au programme spécialisé des maladies tropicales négligées du ministère de la Santé. Alors, ces partenaires appuient la lutte contre les maladies tropicales négligées. Dont en RDC, en fait, pour ce qui est de UFAR, c'est l'onchocercose, la schistosomiase. Oui, l'onchocercose, la schistosomiase, la géohelminthiase ou les vers intestinaux, le trachome et tant d'autres pathologies que UFAR accompagne le programme, avec lesquelles UFAR accompagne le programme des maladies tropicales négligées en RDC. Pourquoi on les appelle maladies tropicales négligées? En fait, la négligence dont il est question, ce n'est pas parce que ces maladies ne font pas du mal à la population, mais c'est parce que c'est juste sur le plan de plaidoyer. Dans l'ancien temps, ces maladies ont été éradiquées. La plupart d'entre elles ont été éradiquées par les différentes stratégies des soins de santé primaire, de santé publique, et que cela ne constituait plus un grand problème de santé publique, ne constituait plus un élément de mobilisation d'assez de ressources dans certains pays, parce qu'il y a d'autres qui ont déjà complètement fini. C'est ainsi que le non négligé, c'est juste par rapport à la concentration d'énergie et à tout ce qui peut causer comme problème de santé publique en RDC. Alors, dans ce numéro, on parle de la bilharziose génitale féminine. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'est la bilharziose d'abord, avant de parler de la bilharziose génitale féminine. Merci beaucoup. La bilharziose ou la schistosomiase, c'est le nom scientifique. En fait, c'est le nom scientifique, bien sûr. Le nom entomologique, c'est schistosomiase, causé par les schistosomes. Je ne voudrais pas perturber les auditeurs. Je veux parler vraiment de manière pédagogique. En fait, la bilharziose, c'est l'ensemble de manifestations des signes attribuables à des vers plats qu'on appelle les nématodes. Ces vers sont appelés les bilharzii d'une manière, et puis d'une autre façon, on les appelle les schistosomes ou les schistosomia, qui sont des différentes catégories. Il y a les schistosomia mansoni, schistosomia japonicum, hématobium et autres. Ça, c'est pour ceux qui ont fait de la médecine, qui peuvent comprendre. Mais il s'est fait que la typologie ou la catégorisation définit le type de prédilection de ces microbes dans le corps. C'est ainsi que, d'une manière générale, ça s'appelle bilharzie ou schistosome. Ça cause la bilharziose ou la schistosomiase, qui est l'ensemble de signes caractéristiques à ces microbes.
Et aujourd'hui, on parle de la bilharziose génitale féminine. Oui. Qu'est-ce que c'est et pourquoi féminine? Merci beaucoup. Alors, avant de parler de la bilharziose génitale féminine, on va parler de manière générale de la bilharziose. Qu'est-ce que ça peut provoquer chez tout le monde avant qu'on aille chez la femme? Vous permettez qu'on puisse brosser juste un tout petit peu là-dessus. C'est que ces bilharzioses ou ces bilharzies entrent dans le corps de l'être humain, enfant comme adulte, homme comme femme, au travers la peau. On va voir comment ça procède. Et ça, en fonction de type de microbes, chaque microbe a son tissu de prédilection. Il y a ceux qui préfèrent bien le système nerveux pour entraîner la bilharziose neurologique. Il y a ceux qui ont une prédilection dans le système urogénital pour entraîner la bilharziose urinaire. Il y a ceux qui ont des prédilections pour les voies génitale de la femme ou de l'homme, c'est bilharziogénital. Il y a aussi qui ont une prédilection pour la bilharziose intestinale. Ça, c'est beaucoup plus chez les enfants. Chose que la RDC aujourd'hui prend en charge en campagne avec des médicaments que nous donnons aux enfants. Ça, c'est de manière générale pour ce qui est de la bilharziose chez tout le monde. Alors, chez la femme, ça devient un problème de santé publique, un problème de santé sexuelle et reproductive. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous voulons sonner cette alarme auprès des décideurs de toute la communauté. C'est que chez la femme, la bilharziose n'est plus seulement ce qui entraîne les signes physiques qu'on voit, mais qui entrave aussi la santé sexuelle et reproductive de la femme pour les jours à venir. C'est-à-dire, les œufs se posent dans les organes génitaux de la femme en y entraînant de lésions au niveau. Donc, la bactérie, elle pond, c'est ça? En soi, c'est un verre plat. Je reprends la petite historique. Qui pond? La femme va à la rivière, souvent dans les eaux douces, dans les eaux stagnantes. Or, la RDC, c'est un berceau de eaux douces et les eaux stagnantes. Quand la femme va de l'autre côté pour chercher à puiser l'eau ou à laver les habits, à laver les assiettes ou à tremper les maniocs, elle trempe ses pieds dans ces eaux-là. Et dans ces eaux vivent les escargots et certains animaux aquatiques, comme certains poissons. Et ces poissons et ces escargots constituent les hôtes, c'est-à-dire les endroits, les hôtels où logent ces microbes. Le réservoir. Les réservoirs, en fait. On appelle les cercaires. Et quand la femme entre en contact avec ces eaux, ces vers quittent ces hôtes, entrent par la peau dans le corps de la femme et vont migrer au travers le courant sanguin et par ce mécanisme se retrouver dans les voies génitales de la femme. Et dans ces voies génitales, les larves qui sont les larves, donc les microbes oyamicolo, ils vont pondre les œufs. Et ces œufs vont avoir la possibilité de migrer dans les organes génitaux à moi aussi. Et que vous avez organes génitaux extérieurs et bombami na kati wana, ou bien na ndenge kati à l'intérieur, c'est dans la cavité vaginale, jusqu'à aller au niveau même du col de l'utérus. Pourquoi pas dans les trompes et dans les ovaires? Et c'est sans pitié. C'est soit les vers lui-même, soit les œufs qui sont pondus, qui vont aller se poser de l'autre côté. C'est là que ça devient un grand problème parce que déjà ces œufs à ces stades vont perturber l'écosystème. Les œufs vont blesser. Pour chercher la survie, ces œufs-là vont blesser les voies génitales de la femme. Et bébissi et pessiba pota. Et quand ça va blesser, les organes vont continuer à saigner. Là, ce sont les signes. C'est parmi les signes, au fait. La logique fait assez que si vous suivez comment ça avance, vous comprendrez comment ça se manifeste. Quand les œufs sont dans les organes génitaux, que ce soit au niveau de la cavité vaginale, au niveau du col ou au niveau de l'appareil génital extérieur, la finalité, c'est faire saigner. Parce que l'organisme, de manière générale, dans son fonctionnement, quand il y a un organe étranger, quand il y a un corps étranger, l'organisme réagit, n'est-ce pas? Or, la femme, la réaction de l'organe génital féminin, c'est chez nous, dans le village, on dit de pleurer. Quand l'organe génital féminin pleure, c'est les écoulements, qui peuvent être les écoulements nauséabonds ou les écoulements sanguinolents, qui sont signes de bilharziose aussi.
Mais là, la confusion qui demeure est que la bilharziose donne les mêmes signes comme toute autre infection sexuellement transmissible. C'est là que nous alertons Quand vraiment. vous dites que ça donne les mêmes signes que les autres IST, comme quoi? Comme quoi, par exemple, on peut retrouver, à part le saignement, on peut retrouver encore quels signes? Les prurites, les démangeaisons, mucosa. Vous comprenez ça? La candidose génitale entraîne le mucosa. Et il faut gratter de temps en temps. La bilharziose aussi entraîne le démangeaison. La blénorragie entraîne les écoulements nauséabondes, sanguinolentes et autres. La bilharziose ou la schistosomiase aussi entraîne les mêmes signes. Vous voyez ça? Il y a, je prends l'exemple, les avortements, les fausses couches qu'entraînent les autres pathologies, la syphilis et autres. La bilharziose génitale aussi peut entraîner les fausses couches ou les avortements. Vous voyez ça? Alors, du coup, il n'y a pas moyen de créer cette démarcation, sauf si quelqu'un est informé sur le plan épidémiologique de savoir que ici nous sommes dans une zone endémique à la bilharziose. Voilà un peu par rapport à cette question. Et par rapport à Kinshasa, est-ce qu'il y a des cas? D'autant plus que Kinshasa est parmi les zones endémiques à la bilharziose. Je parle de la périphérie. Il y a les zones de santé, je pense Kisenso, Mongafula 2. Partout, vous trouvez des eaux stagnantes, de petites rivières, de ravins, des étangs d'eau. Ouais, toutes ces zones-là sont endémiques, y compris la ville-province de Kinshasa, qui est aussi parmi les zones sur lesquelles on peut trouver les cas de bilharziose. Oui, je l'ai annoncé au début de l'émission qu'en RDC, il y a plus de 5 millions de cas de bilharziose. À part Kinshasa, quelles sont les autres provinces qui sont également touchées? Déjà, par définition, on sait que la bilharziose est bien entretenue par les animaux aquatiques vivant dans les eaux douces. Or, vous savez bien que la RDC, c'est un berceau d'eau douce, du nord au sud, de l'est à l'ouest. De l'intérieur comme de l'extérieur, vous sentez que la RDC a beaucoup de cours d'eau, a beaucoup de rivières, a beaucoup d'étangs et de lacs. Alors du coup, l'endémicité est presque quasi généralisée, mais il y a de ce coin où cette maladie a été jugulée. Je prends l'exemple, si vous êtes dans le Katanga Sud, en fait dans le Grand Katanga, on parle de Tanganyika, on parle de Olomami, on parle de Lualaba, on parle du Haut-Katanga. Toutes ces provinces sont endémiques à la schistosomiase. Si vous allez dans le Grand Kasaï, presque tous les Kasaï, vous allez dans le Grand Équateur, parce que les eaux nous entourent dans tous les sens. Et il peut se faire que quelqu'un qui est dans une zone, je prends le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu, il y a des coins où vous trouvez des eaux du début à la fin de la ville, de la zone de santé pratiquement. Donc on peut dire en RDC, c'est encore un problème. S'il y a des zones où, dans les zones dans lesquelles on a arrêté de traiter, je prends l'exemple, de traiter les enfants contre la schistosomiase, mais il y a d'autres zones où ça continue et ce n'est pas parce qu'on a arrêté le traitement que cette pathologie est éradiquée. D'autant plus qu'on continuera à consommer les escargots, d'autant plus qu'on continuera à ne pas assainir nos sources d'eau, d'autant plus que nos mamans continueront à aller tremper les maniocs dans ces mêmes rivières où il y a les larves de ces microbes, de ces vers. Il est difficile, mais toute la RDC est pratiquement endémique à la bilharziose. Vous avez dit que la maladie a été autrefois éradiquée, mais pourquoi a-t-elle refait surface? En fait, la logique voudrait que quand on éradique une pathologie, qu'on puisse mettre des conditions qui finissent la reproduction de ces germes-là. Vous voyez ça? Malheureusement, on a éradiqué cette maladie à soigner la population malade, n'est-ce pas? Mais les sources, je prends l'exemple. Aujourd'hui, nos villages n'ont pas changé 65 ans plus tard. Nos villages n'ont pas changé, sont devenus plus villages qu'avant. Et pourtant, sous d'autres cieux, les villages sont transformés en cités parce que la mentalité a changé. Parce que le gouvernement ou les parties prenantes ont mis du paquet à changer cette mentalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos villages n'ont pas changé. Les mêmes habitudes ont continué. Par contre, les gens ont quitté même le village pour rejoindre la ville. Il y a cet exode rural, de telle sorte que et l'entretien des lieux où on puise l'eau, et l'entretien de nos rivières, et de toutes les conditions de vie se sont détériorées davantage. Raison pour laquelle on comprend sur le plan santé publique que
cette maladie refait surface parce qu'on l'a suffisamment négligée. On l'a suffisamment négligée et on n'a pas pris des précautions pour faire à ce que la transmission puisse s'arrêter et qu'on puisse carrément éliminer cela. Et affecte beaucoup plus la femme. Ça affecte tout le monde, mais la femme devient un danger public. Pourquoi? Parce que si ça affectait la femme, comme ça affecte l'enfant, c'est un ver intestinal qui, demain, un gros rate, un gros ventre. Mais ça affecte le système reproducteur de la femme. Or, attaquer la reproduction de la femme, c'est arrêter le monde, cher Pédi. Quand on attaque le système reproducteur de la femme, c'est carrément arrêter le monde. C'est pourquoi ça devient un problème de santé publique à prendre au sérieux, à ne plus négliger. La maladie est souvent confondue avec des IST, vous l'avez dit. Oui. Le personnel soignant n'arrive pas à poser un bon diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour le moment, nous pensons que l'idéal serait que dans la mise en œuvre de normes et directives du ministère de la Santé, qu'aujourd'hui on pense à réintégrer une prise en charge syndromique ou quasi obligatoire de toute femme qui présente les mêmes signes comme celle qui s'est présentée avec le syphilis. Vous voyez ça? Parce que les prestataires de soins aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas leur tort, je ne vois pas leur responsabilité, d'autant plus que les normes et directives de prise en charge des IST n'incluent pas le praziquantel, n'inclut pas la bilharziose comme les hypothèses diagnostiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faut parler de prestataires de soins que nous sommes, c'est faire un plaidoyer qui est un renforcement des capacités, une formation nécessaire et aussi intégrer les normes et directives parce que nous, prestataires de soins, nous suivons que les normes édictées par le ministère de la Santé. On ne peut pas inventer un diagnostic. Vous voyez ça? Alors, du coup, si aujourd'hui, le ministère de la Santé, avec le programme des maladies tropicales négligées et tous les partenaires, et cela, ça sera plus seulement les partenaires des maladies tropicales négligées, hein, dans ce cas précis, y compris, je cite, tous ceux qui interviennent dans la promotion du droit santé sexuelle et reproductive de la femme, pour que ces normes et directives soient mises en place et que tout prestataire s'inspire de ces normes, de poser les diagnostics, y compris de la bilharziose génitale féminine, face à tel signe, tel signe, tel signe. Voilà un peu comment on peut aborder la question, cher Peggy. Vous avez dit que la bilharziose génitale féminine, on l'a même abrégé BGF. BGF, voilà, affecte la santé sexuelle et reproductive de la femme. Oui. De quelle manière? Imaginez-vous, aujourd'hui, une fille de 8 ans commence à avoir de blessures liées aux œufs de schistosome, des bilharzioses, n'est-ce pas? Et dans 2-3 ans qui suivent, si ce diagnostic n'est pas correctement posé et que le traitement n'est pas donné, la femme va développer quoi? Elle va développer probablement ou facilement ce que les communs de mortels appellent les infections sexuellement transmissibles chroniques. On a même donné un nom, hein? Et il y a ces dames qui disent, mais écoute, infection est chronique. Souvent, vous entendez dans des milieux les femmes dire ça, des jeunes filles dire ça. J'ai vu même des parents qui ont amené leurs enfants en disant, mais écoute, docteur, moi, nananga, oyo, ça, la infection, qui signent ces eaux changées. Et pourtant, il y a possibilité de penser aussi à la bilharziose. Déjà, une femme qui fait des lésions permanentes de voie génitale, sa vie sexuelle est déjà entravée. Je prends une femme mariée qui a des écoulements. On donne ceftriaxone, on donne ibuprofène, on donne tous les antibiotiques. Rien ne change. Quel serait son mode de vie sexuel dans la maison? Vous voyez ça? Première entrave. L'autre entrave, c'est que ça entraîne les fausses couches. La bilharziose peut entraîner des avortements involontaires, des avortements spontanés, des fausses couches chez une femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'un col malade, un col régulièrement érodé, régulièrement lésé, ne peut pas contenir une grossesse. Vous voyez ça, madame? Ça peut entraîner des stérilités parce que quand les œufs des schistosomes, des bilharzies, vont boucher les trompes, par où est-ce que l'ovule va passer? Vous voyez ça? Alors du coup, on se dit, la femme est stérile, elle ne met pas au monde. Et pourtant, c'est juste lié à la bilharziose. C'est sa santé reproductive qui est touchée, madame. Vous voyez ça? Au-delà de ça,
La bilharziose constituant un problème, un boulevard au VIH par des blessures permanentes de voies génitales de la femme. Aujourd'hui, on parle d'une féminisation du VIH. Qui ne sait pas si aussi, parce qu'il y a féminisation et ruralisation du VIH, qui ne sait pas aussi si à cause des blessures des voies génitales de la femme par les œufs ou les larves de ces bilharzioses, la femme est exposée à contracter le VIH facilement. Donc du coup, il y a beaucoup d'aspects de la vie sexuelle et reproductive de la femme qui sont mis en jeu face à cette pathologie qu'on a longtemps négligée et qu'on a pensé écraser. Est-ce que la femme peut contaminer aussi son partenaire? Les œufs étant sur place et ne passant que par la peau, vous voyez ça? La femme, par contre, elle en souffre parce que ce sont les blessures beaucoup plus qui sont là. Je ne pense pas que la bilharziose soit sexuellement contagieuse. Je n'ai pas de preuves scientifiques et du coup, je ne peux pas l'affirmer non plus. Mais on connaît seulement que c'est le contact avec les larves ou les œufs dans les eaux douces ou en consommant les escargots ou le produit, le fruit des eaux mal cuits, ça peut aussi amener à cela. Mais puisque vous avez dit que les vers, les œufs peuvent descendre jusqu'au niveau du col. Oui. Et on sait que c'est là la porte d'entrée pour un rapport sexuel. Est-ce que l'homme n'est pas à risque? Bon, c'est pourquoi je dis, là où la science n'a rien dit, on ne peut pas inventer. Jusqu'à présent, tous les manuels qu'on a eu à consulter, la bilharziose n'est pas sexuellement transmissible. Voilà. Alors, quels sont les moyens de dépistage disponibles aujourd'hui? Alors, le dépistage de cette maladie est tellement simple. C'est tellement simple. Ça devient compliqué, pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. On n'y met pas l'idée. C'est juste, les laborantins savent comment le faire. C'est juste, le premier mode de traitement, c'est d'abord le diagnostic qui est posé par le prestataire de soins. Vous voyez ça, Madame Peggy? Donc déjà, ce qui munganga a posé à kanisi kakake et qui cause la bilharziose au vu du contexte épidémiologique, déjà la première opportunité de soins est là. Mais munganga oyo ayebi. Yango toujours rappeler bango. Il faut y penser. Il faut y penser. Alors, le diagnostic, il est facilement posé par celui qui examine. Il prend en compte les contextes épidémiologiques, il prend en compte les signes que présente la femme ou que présente l'individu ou le couple. Et de là, il peut demander les examens paracliniques. Et là, c'est quoi? Si c'est chez un enfant, on prend dans les selles, on prend dans les urines, on peut découvrir les œufs des schistosomes. Les laborantins connaissent, et même le médecin connaissent. Chez une femme qui présente déjà les signes, on peut faire le frottis cervical, le frottis vaginal. Et on peut faire les examens du laboratoire. Pour ceux qui font la bilharziose neurologique, et c'est pratiquement la ponction lombaire. Ce matin, d'ailleurs, j'ai échangé avec quelqu'un depuis Manima, au village Loubile. Sa sœur a fait de la bilharziose neurologique, jusqu'à ce que les œufs sont allés se poser dans le cerveau. Ces cas existent, j'en ai des témoignages. Et il a fallu le scanner. Vous voyez ça? Donc on peut arriver jusqu'à faire le scanner. Mais on sait que dans nos milieux reculés, c'est difficile déjà pour faire l'échographie. Et justement, les moyens de dépistage, est-ce qu'ils sont accessibles également aux femmes rurales? Oui, au fait, la bilharziose n'est pas une maladie extraordinaire. C'est parmi les maladies les très ordinaires d'ailleurs. Ce qui fait extraordinaire, c'est parce qu'on l'a négligé. C'est pourquoi les médecins déjà, le docteur du centre de santé au milieu rural peut poser ces diagnostics. Parce que c'est très simple de chercher les œufs des schistosomes. Les laborantins connaissent ça. Donc il n'y a pas de forme si compliquée pendant qu'on peut faire le prélèvement des selles, des salités. On appelle ça salité, c'est ça? Le prélèvement des urines, masuba. Donc, ceux qui ont mis déjà masuba dans le labo, ont mis les selles dans le labo, et on peut même faire les frottis. C'est très simple avec le microscope. Les laborantins peuvent découvrir les œufs et déjà orienter la prise en charge par le médecin. Justement, comment est-ce qu'elle se présente, la prise en charge de la bilharziose génitale féminine? Est-ce qu'elle peut être traitée et comment? Oui, elle peut être traitée. La bilharziose peut être traitée facilement. Mais les conséquences qui s'entraînent peuvent prendre du temps pour être traitées. Je prends l'exemple. On pose le diagnostic, on trouve que voilà, c'est ça la bilharziose. C'est très facile.
du praziquantel qu'on appelle autrement burétricide. Le médicament. Le médicament. Qui ne se vend même pas d'ailleurs, et qu'on demande même pas, on ne conseille même pas aux gens d'en prendre parce qu'il faut être examiné par le médecin. Je parle de ça parce que, voilà, c'est pour vous rassurer que le traitement existe. Et Youfar donne ces traitements en campagne auprès des enfants de 5 à 14 ans. Mais les adultes ne sont pas donnés pendant qu'ils fréquentent les mêmes rivières. C'est ça même le plaidoyer par lequel on va chuter. Alors, si le diagnostic est posé, tu dis que aux anabilarziose, qui c'est Zali? Bah, pesio kisi. Si quoi kisi wana nde ozanga na minute oyo. Hein? À cet instant, le médicament pour les adultes, c'est praziquantel manque. Même si on pose le diagnostic maintenant, on va te prescrire ça pour aller chercher et tu risques de tourner toute la ville pour trouver. Même si c'est tout sous d'autres formes. Vous voyez ça? Donc, alors, on peut prendre en charge facilement, mais les conséquences... Docteur Delphin, s'il vous plaît. Ouais. Comment prendre en charge si facilement une maladie dont les médicaments ne sont pas disponibles? Voilà. Là, je pense que ça, c'est une question avec laquelle, je pense, que vous pouviez chuter parce que cette émission, elle est faite pour 2 buts. Sensibiliser la communauté à ne pas s'exposer et sensibiliser les décideurs à trouver ces médicaments. Parce que la quantité qui vient au pays n'est destinée qu'aux enfants de 5 à 14 ans. Cette quantité, elle vient d'où? Elle provient d'où? Elle provient de partenaires qui appuient le programme, dont Youfar. Elle vient de partenaires qui appuient le programme, dont Youfar, pour donner aux enfants de 5 à 14 ans seulement. La maladie affecte la région africaine ou bien... L'Afrique est frappée par cette maladie. Et beaucoup de pays y font face. Et ces partenaires sont africains? Ces partenaires, il y a ceux qui sont en dehors de l'Afrique et d'autres sont africains. Et ils appuient le pays, la RDC, le ministère de la Santé, au travers le programme, surtout en campagne. Mais il n'y a pas la routine. Or, si on traite l'enfant qui a piétiné les mêmes eaux douces que sa maman, je ne sais pas, vous voyez l'inégalité qu'il y a là. On traite l'enfant, on le prévient, bien sûr, mais la maman qui fait cette maladie, on fait quoi? C'est en fait le but même du plaidoyer qu'on est en train de faire pour que le ministère de la Santé et le programme réfléchissent avec tous les partenaires. Pourquoi pas, si c'est en campagne, que même les adultes, parce que le partenaire, lui, n'a livré que pour les enfants de 5 à 14 ans. Vous voyez ça, madame? Et les femmes qui en souffrent en attendant font quoi? Nous mobilisons le gouvernement, nous mobilisons le programme, le ministère de la Santé, à mettre la main à la pâte pour que ces femmes accèdent au traitement. C'est le but de ces plaidoyers. Oui, mais en attendant d'avoir accès au traitement, elles font quoi? Elles survivent? Bon, si nous constatons les cas aujourd'hui, c'est que ces femmes-là sont là et déjà le diagnostic qui n'est pas posé. Imaginez-vous. Donc ces femmes-là existent, elles sont là, elles sont malades au fait, il faut le dire. Pas par 4 chemins. Ces femmes-là existent et elles sont malades dans nos villages. D'ailleurs, ces femmes-là ont voté pour nous. Ces femmes-là chantent pour nous quand on va les visiter en vacances parlementaires. En fait, ces femmes existent. Qu'est-ce qui advient lorsque on ne prend pas de traitement? Est-ce que la bilharziose peut également conduire à la mort? Toute maladie peut tuer. Aucune maladie n'est pour faire quelque chose de bien. Hein. La femme peut en mourir, effectivement. Même si on prend d'abord l'enfant qui fait la bilharziose, ils finissent par mourir dans un tableau d'anémie, dans un tableau de fièvre, dans un tableau de cachexie, donc un amaigrissement général, des déshydratations. Si chez l'enfant, ça peut produire ça, chez une femme qui peut même en mourir des hémorragies parce que ça entraîne même le cancer des cols. Si la bilharziose peut faire passer facilement les human papillomavirus, qui est à la base du cancer du col, vous voyez la chaîne? Donc, et koki ko bomapé moi si. Donc, tu vois que le cancer du col, tout le monde a des bilharziose. Tant que la science confirme que, tant que la science confirme que les plaies créent un boulevard pour le HPV, et le HPV crée un grand boulevard pour le cancer, alors du coup, tous ces cancers, leurs origines, c'est quoi? Avec toute cette pullulation, on réfléchit, hein, et on appelle toute la communauté à réfléchir. Docteur Delphin, c'est compliqué, hein? À nous d'y mettre un peu du nôtre pour, voilà, surtout le gouvernement. Dans les milieux où l'accès à l'eau propre, potable est difficile. Vous comprenez pourquoi les Congolais se fâchent quand on parle de forage, hein? Permettez-moi de le dire. C'est pourquoi ils se fâchent. Parce que les femmes des milieux ruraux
sont victimes de bilharziose génitale féminine parce qu'elles doivent se réveiller à 5 heures du matin pour aller puiser l'eau dans les marigots, dans les eaux stagnantes. Et c'est là qu'elles attrapent ces bilharzioses. Et elles font toute cette maladie. Alors, comment prévenir? La prévention est pratiquement à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'assainissement des milieux de vie des femmes, là où elles puisent l'eau, là où elles trempent leur manioc, là où elles font leur lessive, vous voyez ça? Avec leur bassinet. Si ces femmes ont un milieu là où elles prennent l'eau pour la cuisson, l'eau pour la lessive, l'eau pour boire, cet endroit-là est bien assaini. On pense qu'on va protéger la femme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est la cuisson de tout ce qui se consomme comme fruits de mer. Bien sûr, fruits des eaux douces. Les escargots, il faut bien cuire. Même si vous en faites des tigettes, il faut bien cuire ces escargots. Même le poisson, il faut bien cuire avant de consommer. Et l'autre élément, c'est la propreté individuelle. Les œufs peuvent résister même lorsque vous étiez trempé dans ces eaux avec un habit, et que quand vous lavez votre habit intime dans ces eaux-là, vous l'étalez au soleil, les œufs peuvent résister. Il est important de repasser, d'où la propreté individuelle de la femme ou de la famille. C'est parmi les plus grands niveaux de prévention. Surtout, la plus grande responsabilité revient au gouvernement d'assainir les milieux où nos mamans ne kotoka mai, ne kucha bamanyoko na mai, ne bisika baozo maladi wana. Vous voyez ça? Alors, sikoyo soki moyen monani o to sala bango mabulu ya mai. Tout ça, la maboulou à maï, c'est pour une bonne cause. On éviterait de chercher les praticantelles, mais par contre, on sauverait une femme. Et quel est le rôle de l'homme dans la lutte contre cette maladie? Oui, l'homme étant un partenaire naturel de la femme, un partenaire inséparable de la femme, l'homme a pour rôle, premièrement, c'est de contribuer à l'assainissement dont il est question. Ce n'est pas la femme qui va le faire, c'est l'homme. Pourquoi pas la femme? La femme peut le faire en accompagnant l'homme. Chacun doit jouer son rôle. Vous voyez ça? C'est vrai, l'homme part à la chasse. Nous sommes au village cette fois-là. Je prends exemple, nous sommes à Manono. L'homme part à la chasse, n'est-ce pas? Mais au retour, il doit traverser une rivière qui doit assainir pour que sa femme qui viendra de champ trempe les maniocs. Donc, l'homme accompagne la femme dans l'entretien des milieux de vie. Et l'homme supporte la psychologie de la femme pour l'encourager, pour cette femme qui est déjà malade. L'encourager, n'est pas la quitter, n'est pas la fuir. L'encourager, l'accompagner à prendre le soin dans un hôpital. Et surtout, la réconforter. Et aussi trouver les moyens nécessaires au cas où les traitements n'est pas disponibles dans le village ou dans la cité. Trouver les moyens nécessaires pour ramener sa femme, sa compagne, à prendre le soin nécessaire. Docteur, quand vous donnez des exemples, vous vous référez beaucoup plus du milieu rural. Oui. Mais parlons de Kinshasa, le milieu urbain. Comment ça peut se passer? Oui, j'ai reçu les appels de Mongafula. Les appels de Mongafula de cas des personnes qui présentent les signes comme on est en train de les détailler. Et surtout, on les appelle, eux-mêmes appellent infection ici la caté. Et souvent, ce sont les dames. Hein? Les dames. Les jeunes gens qui font facilement les urines teintées de sang, facilement, ça alerte. Mais les écoulements, voilà. Donc, les signes de la bilharziose diffèrent. Les signes sont différents chez l'homme et chez la femme? Non, les signes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme. Mais il y a un niveau, il y a une petite différence. Les signes sont les mêmes. Pour la bilharziose urinaire, tout le monde pisse le sang. Tout celui qui fait ça, que ce soit l'homme ou la femme, ça pisse le sang. Vous voyez ça? Donc, azo suba makila. Vous voyez ça? Mais chez la femme, ça va moins alerter. Chez la femme, ça va moins alerter. Pourquoi? Parce que ces écoulements peuvent être confondus aux règles, n'est-ce pas? Peuvent être confondus aux autres IST, n'est-ce pas? Par contre, chez l'homme, quand il pisse le sang, d'abord, ça le brûle. Vous voyez ça? Ça le brûle dans le voie, dans l'urètre, ça brûle. Et puis, du coup, ça alerte directement. Vous voyez ça? Et les œufs ont souvent du mal à rester dans le voie urinaire de l'homme que de la femme. Vous voyez ça? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, les signes ne sont pas différents chez l'homme comme chez la femme, mais la femme en est victime. Pourquoi? Parce que chez elle, les voies urogénitales présentent beaucoup d'autres hypothèses diagnostiques que la bilharziose. Vous
Voyez ça? On peut penser, une femme qui se plaint qu'elle a de plaies dans la cavité vaginale, on peut facilement lui dire, ah non, parce qu'au Kenda Kina Mutumoko a blessé yo. Vous comprenez ça? Et pourtant, ça peut être les œufs des bilharzioses qui peuvent être à la base de ça. Invisible à l'œil nu. C'est au microscope qu'on peut le voir, mais ça fait mal, ça gratte, ça blesse la femme. Ça cherche à entrer dans les tissus, ces œufs-là. Ça blesse au fur et à mesure que la femme gratte? D'abord, les grattages lui-même blessent, n'est-ce pas? Parce qu'il faudra atteindre la cime de Kokwanzawana. D'abord, les grattages blessent, et au-delà de ça, les œufs eux-mêmes ne sont pas à l'air libre. Ils cherchent à s'enquister dans le tissu. C'est là que ça blesse. Et l'organisme veut réagir. Parce que le grattage, les chatouillements, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. C'est qu'il y a quelque chose, le corps réagit, ça s'est traduit par les chatouillements, d'où il faut faire quoi? Gratter. Vous voyez ça? Alors, que doivent faire les autorités sanitaires et également les partenaires techniques pour mettre fin à la bilharziose génitale féminine? En fait, par rapport à ce plaidoyer que nous voulons faire, c'est que le gouvernement reprenne la main sur le programme des maladies tropicales négligées, que le gouvernement ouvre un grand œil sur cette pathologie des bilharzioses, plus spécifiquement la version génitale féminine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la femme qui est en train de s'éteindre peu à peu. Qu'est-ce que nous pouvons leur demander? La proposition est très simple. Édicter les normes et directives qui seront vulgarisées dans tout le pays pour que la bilharziose génitale féminine soit considérée comme toute autre pathologie qui peut entraîner les infections sexuellement transmissibles. Deuxième des choses, faire à ce que les molécules qui prennent en charge cette bilharziose soient accessibles à tout le monde et en temps réel, même vendues dans les pharmacies, dans les officines. C'est important. Parce que la quantité qui est reçue aujourd'hui au pays, c'est seulement celle qui convient aux enfants de 5 à 14 ans, pendant que cette maladie frappe tout le monde. Dernière chose, c'est que la bilharziose génitale féminine n'est plus seulement un problème de maladie tropicale négligée, mais ça devient un problème de santé publique, plus spécifiquement de santé sexuelle et reproductive. Tous les intervenants dans la promotion des droits de la femme, de droits et de santé sexuelle de la femme, peuvent aussi s'impliquer là-dedans. Il ne suffit pas de donner les contraceptifs. On ne va pas donner les contraceptifs à une femme qui fait la bilharziose parce qu'elle va continuer à avorter de suite de cette bilharziose. Et va continuer à rester, entre guillemets, stérile de suite des œufs de bilharzie qui ont bouché les trompes. Vous voyez ça? Donc, du coup, tous les partenaires qui interviennent dans la promotion de droits de santé sexuelle et reproductive de la femme, c'est le moment de s'impliquer, de réfléchir pour accompagner le gouvernement. Alors, que doivent faire les femmes qui ont constaté de tels symptômes, les symptômes que vous avez évoqués ici, lorsque certaines femmes les constatent? Que doivent-elles faire? Est-ce qu'il y a un programme? Il y a un programme, oui, mais est-ce qu'il y a un numéro de contact qu'elles peuvent facilement appeler pour se faire examiner? En fait, je pense que le programme a tous les nécessaires pour répondre à cette question. Mais nous, en tant que partenaires qui appuyons le programme, qu'est-ce que nous disons? Et aussi en tant que médecin, un prestataire congolais, médecin congolais, très amoureux de ses sœurs congolaises, ce que je vous demande, c'est que quand vous arrivez dans un milieu de soins, aujourd'hui, ou bien vous y avez été hier, demandez au docteur. Quand il finit de poser le diagnostic, dites-lui, docteur, ne pouvez-vous pas penser aussi à la bilharziose génitale féminine? C'est une proposition. Parce que vous n'êtes pas mouton. Vous êtes un être humain intelligent, bien formé. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez lire sur toute votre maladie et comprendre de quoi vous souffrez. En fait, on ne peut pas continuer à vous garder dans cette ignorance. C'est ainsi la solution que je peux proposer maintenant. Le temps que le gouvernement édicte les normes et directives, parce que c'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire avec tous les programmes impliqués, c'est que la femme, aujourd'hui, dès qu'elle arrive dans un hôpital, toutes les femmes qui font les infections interminables, infections chroniques, rentrez voir votre médecin. Dites-lui, docteur, j'ai suivi une émission sur Top Congo avec Mme Peggy Wabeno. J'ai compris que tous les signes d'IST peuvent aussi être liés à la bilharziose génitale féminine. Est-ce que c'est possible d'y penser aussi quand vous me prescrivez les médicaments ou les examens? C'est la plus grande solution qu'on peut leur demander à faire. S'il y a des questions, ils peuvent vous écrire et nous serons là pour répondre. Merci beaucoup, Dr Delphin, et merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Madame Peggy Wabeno. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous avons reçu le docteur Delphin Kachelewa. Il est directeur de programme au sein de UFAR, Front uni contre les maladies tropicales négligées. Et avec notre invité, nous avions parlé de la bilharziose génitale féminine, qui n'est plus un problème de santé publique, mais qui représente aujourd'hui un véritable danger pour la femme parce que la maladie affecte sa santé sexuelle et reproductive. Parce qu'aujourd'hui, la maladie affecte sa santé sexuelle et reproductive. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Patrick Mongongo, Chris Bivoula, Pascal Kalamba et Miguel Mena. Merci d'avoir été avec nous, fidèles auditeurs. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.